Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 7 juin. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui à la une de Z sur 7, la BNP a publié ses prévisions sur l'économie belge. Certains points sont positifs, d'autres moins, mais surtout les mesures du gouvernement sont pour la première fois prises en compte. C'est une mesure, une première d'une certaine manière, on n'a jamais vu ça, donc c'est très difficile de savoir quel va être l'impact au final. L'APOC fête ses 10 ans. 10 années passées à s'occuper dans l'ombre de Brussels Airport et de ses milliers de passagers. C'est l'objectif en fait, c'est que les passagers ne remarquent rien du tout, ne connaissent pas l'existence, parce que ça veut dire que tout se passe bien. Restez à l'écoute de Z sur 7 pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. La Banque nationale de Belgique a annoncé que l'avenir économique du pays ne s'annonce pas forcément réjouissant. La croissance devrait se stabiliser à 1% d'ici 2027. Le déficit budgétaire continuerait d'augmenter pour atteindre 5,6% du PIB la même année. Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale, revient sur ces projections qui, pour la première fois, intègrent les nouvelles politiques du gouvernement fédéral. On est vraiment dans une situation budgétaire qui n'est pas tenable à terme. C'est pas simplement le niveau fédéral, c'est aussi les régions. Et donc, franchement, on va devoir prendre des mesures supplémentaires. Sinon, à un moment donné, on va au-devant de problèmes importants. La BNB prévoit la création de 30 000 nouveaux emplois, notamment grâce à la mesure du gouvernement concernant la limitation du chômage. C'est une mesure, une première d'une certaine manière, on n'a jamais vu ça, donc c'est très difficile de savoir quel va être l'impact au final. On a une population d'une centaine de milliers de personnes qui sont touchées. Nous, on a fait une hypothèse technique, à peu près un tiers de ces gens retrouvera un emploi. Donc il y aurait une contribution positive à l'emploi d'à peu près 30 000 personnes. Le contexte géopolitique est aussi pris en compte, même si la BNB reste positive quant aux tarifs douaniers américains. L'inflation, de son côté, devrait repasser sous la barre des 2% cette année. Pierre Wunsch, pour terminer. On exporte à peu près 3%, 3,5% de notre PIB. Là-dedans, il y a des services, 30% des 3,5% qui ne sont pas touchés. Mais ce qui est vrai, en Belgique, ce qui est très important en matière d'exportation de biens vers les États-Unis, c'est les biens pharmaceutiques. Or, ils ne sont pas soumis à un tarif. Pour l'instant, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a faite. Et donc, de ce point de vue-là, on est peut-être moins touché que d'autres. Z sur 7 à la une. L'APOC, le centre opérationnel de Brussels Airport, fête ses 10 ans. À l'aéroport, c'est eux qui s'assurent que les 70 000 passagers de Brussels Airport puissent prendre leur avion en toute tranquillité. C'est l'objectif en fait, c'est que les passagers ne remarquent rien du tout, ne connaissent pas l'existence. Maxime De Falck, manager chez APOC. Parce que ça veut dire que tout se passe bien et que le voyage se déroule sans accroc, et même quand il y a des petits couacs, comme ça arrive toujours, des petits imprévus, l'objectif c'est que ce soit réglé le plus vite possible. Les pics d'affluence, les flux de passagers, tout est géré par APOC grâce à l'analyse des données et l'IA. Pour ça, 300 personnes travaillent dans ce centre qui opère 24 heures sur 24. Il y a la compagnie aérienne Brussels Airlines qui est présente ici. Il y a les deux compagnies de manutention au sol qui sont également représentées. Et alors des sociétés, la société d'exploitation de l'aéroport, Brussels Airport Company, avec différentes fonctions du suivi des bagages, du suivi des passagers, les assistances, le service technique, tout ça est représenté ici dans la zone. Plus de 20 millions de bagages transitent chaque année à l'aéroport, depuis le bureau d'enregistrement jusqu'à l'avion. Bert Van Wambeek, manager du bagage flow, nous explique la logistique derrière. Les handlers, ils vont aussi nous appeler quand il manque un bagage, et comme ça, on va regarder les traces dans le système, les locations que le bagage avait fait, et puis on peut regarder dans le CCTV en fait pour trouver le bagage. Ce sont aussi ces services externes qui permettent de voyager sans souci. Ce centre est devenu une référence pour d'autres aéroports dans le monde qui viennent demander l'expertise de l'APOC. Z sur 7, le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine.
Selon Comeos, un Belge sur 2 a acheté au moins un article durant l'année écoulée sur un site en ligne asiatique. On parle d'achat compulsif comme sur des sites comme Shein ou Temu. Testachat et d'autres associations européennes ont déposé plainte pour une pratique commerciale douteuse. Amit Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, vient donner son analyse sur la situation. En fait, ce qu'ils attaquent, c'est pas les prix bas. C'est un peu compliqué d'attaquer les prix bas puisque évidemment, ça conforte notre pouvoir d'achat à tous. Ce qu'ils ont attaqué, c'est plutôt la plateforme de ces marques auxquelles vous avez fait allusion, Shein, Temu, etc., qui sont ces plateformes d'e-commerce qui abusent et plus qu'abuser, hackent, si je puis dire, piratent notre cerveau à travers ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui sont des sortes de raccourcis mentaux qui nous forcent des fois à agir contre notre intérêt parce qu'on voit, je ne sais pas, tel t-shirt à 3,99 € et on se dit c'est moins cher qu'un café sur l'autoroute et on se précipite. Et donc, si vous voulez, leur réflexe remplace la réflexion et c'est ce qu'on attaque à travers cette attaque de Testachat et des 24 autres associations européennes. Des entreprises qui, à l'ère de la mondialisation et des publicités ciblées, arrivent souvent à atteindre les consommateurs. Les algorithmes connaissent très très bien, je dirais, la psychologie humaine, d'où ces fameux biais cognitifs, et donc ils jouent sur des choses que l'on connaît, mais on s'en rend pas compte. Le biais de rareté, vous avez un message qui arrive tout d'un coup, on vous dit il reste plus que deux articles en stock, alors même si c'est faux, vous vous précipitez, donc là le côté Pavlov, ou alors le biais d'urgence, vous avez un compteur qui tourne, vous vous dites tiens il reste plus que 18 heures, je vais peut-être manquer l'affaire du siècle, c'est ce que les Américains appellent le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Ou alors il y a, on est des animaux sociaux, je veux dire le biais d'approbation sociale. 342 autres acheteurs ont fait le même achat que vous. On se dit c'est bien, ce qui est une stupidité, mais voilà. Et donc là on est vraiment dans l'économie de l'attention, je dirais même l'économie de la dopamine en fait. Mais d'autres stratagèmes de vente permettent à ces entreprises asiatiques de vendre toujours plus. La rapidité, la logistique, c'est-à-dire en fait vous avez une décharge de dopamine et on vous livre les vêtements que vous avez commandés en moins de 3 jours, plutôt que de le faire par le fret maritime, comme c'est le cas par exemple pour d'autres grandes marques. Ici, tout se fait par cargo, par avion. Il faut savoir qu'il y a à peu près 600 avions qui atterrissent chaque jour, pas chaque semaine, chaque jour en Europe, uniquement pour ces deux marques, Shein et Temu, sur toute l'Europe. Et donc, effectivement, aussi en termes de pollution, c'est pas top, puisque le fret aérien pollue 20 à 30 fois plus que le fret maritime. Mais voilà, c'est cette décharge de dopamine qui nous force à acheter rapidement et de manière compulsive, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'Europe, de son côté, va tenter de légiférer, dans un contexte un peu compliqué. Alors, c'est pas simple, les contrôles douaniers, c'est pas simple, parce que ce sont des petits colis. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a une passoire, qui fait d'ailleurs le malheur des commerçants qui, eux, sont installés en Europe, c'est que les colis en dessous de 150 €, il n'y a pas de droit de douane. Donc aux États-Unis, c'est 800 $, ici chez nous, c'est 150 €, et donc l'Europe voudrait imposer ne serait-ce que 2 € de taxes sur un t-shirt de 3-4 €. Ça pourrait faire mal à Shein ou à Temu, mais on verra ce qu'ils vont faire dans les jours qui viennent. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer ce podcast, nous nous tournons vers les marchés boursiers avec Nicolas Deltour. L'Europe semble reprendre du poil de la bête sur le plan économique malgré les tarifs américains. Certains experts attribuent ce phénomène en partie au faible coût de l'énergie, dont le gaz et le pétrole. Pourtant, les conflits en Russie et au Moyen-Orient ne font que s'enliser. Alors, 2 éléments principaux à l'origine de la baisse, en tout cas de la baisse qu'on a connue ces dernières semaines, c'est déjà le 2 avril, les annonces de Donald Trump en matière de guerre tarifaire, elles ont provoqué d'énormes craintes de ralentissement économique, évidemment, sur les marchés, et donc une baisse de la demande de pétrole et de gaz, donc baisse de prix. Et puis, début avril, toujours, l'OPEP+, le cartel des pays producteurs de pétrole, a surpris les marchés en augmentant sa production, alors que ça faisait des années qu'ils faisaient plutôt le contraire. Ils essayaient de réduire la production pour soutenir le prix. L'OPEP, de son côté, pompe plus de pétrole, ce qui semble paradoxal, mais plusieurs raisons semblent l'expliquer. La première, c'est que le champion, le leader du pétrole, c'est l'Arabie Saoudite, et c'est l'Arabie Saoudite qui avait plutôt supporté et pris sur ses épaules ces réductions de production, et donc qui en subissait les conséquences, et puis elle voyait que ses petits camarades de jeu ne jouaient pas justement tout à fait le jeu, typiquement l'Irak ou le Kazakhstan, qui ne respectaient pas leur quota. L'Arabie Saoudite a aussi besoin de rentrer, bref, on s'entend un peu moins bien
dans le club pétrolier. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'avec le ralentissement de la croissance mondiale, et donc de la demande, la stratégie consistant à maximiser les revenus par les prix, elle devient de plus en plus dangereuse pour ces pays-là aussi. En tout cas, moins le vent en poupe. Et puis, il faut tuer cette concurrence américaine, puisque l'Amérique, elle est à l'origine de la quasi-totalité de l'augmentation de l'offre mondiale de pétrole sur ces dernières années. Or, le pétrole de schiste, donc le pétrole américain, a besoin d'un prix moyen de $55 le baril, parce que les prix de revient de la production sont beaucoup plus élevés qu'en Moyen-Orient. Et donc, si on arrive à faire baisser le prix en augmentant la production, dès que le prix du pétrole se rapprochera des $55, on peut s'attendre à une forte baisse de la production, côté américain cette fois, la boucle est bouclée. La baisse des prix du pétrole est positive pour l'Europe à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est un coup de pouce, c'est un coup de pouce pour les ménages, c'est un coup de pouce pour les entreprises, parce que l'énergie est moins chère, ça pèse moins dans le budget. C'est un double coup de pouce, parce que la baisse du pétrole va de pair, pour le moment en tout cas, avec une baisse du dollar. Donc on a un vrai gros effet de baisse de prix côté européen. Deuxième effet, c'est la compétitivité industrielle. Vous savez qu'on est un continent qui est très dépendant de l'extérieur, une industrie très transformatrice de matières qui viennent d'ailleurs, et donc qui a plus d'impact dans la chaîne de création de valeur, notamment en Allemagne. Donc ça va faire du bien. Et puis troisièmement, l'impact sur l'inflation. Puisque l'énergie coûte moins cher, et puisqu'on importe beaucoup d'énergie, on va voir les prix augmenter moins vite, l'inflation se tasser et par effet de domino, donner plus de marge de manœuvre à la Banque Centrale Européenne qui, souvenez-vous, freinait l'économie pour freiner l'inflation. De ce côté-là, elle n'a plus vraiment de contraintes, elle peut se préoccuper enfin d'autres choses, notamment de la croissance et du chômage. Et d'ailleurs, les chiffres parus à cet égard sont plutôt bons. Il y a eu des chiffres publiés cette semaine, ils sont plutôt bons tant pour le chômage que pour la production. Donc ça, c'est bon aussi pour la Banque Centrale Européenne. Donc bref, pour une fois, en Europe, que les bonnes nouvelles se passent. Des bonnes nouvelles donc. Du côté des marchés européens, de quoi relancer l'économie tout en restant attentif à la situation géopolitique et aux tarifs douaniers des États-Unis. Et voilà, vous êtes de nouveau au courant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul épisode. Et le programme de demain, Jean-Pascal. Demain, Olivier Mouton recevra 3 chefs d'entreprise qui ont été choisis par le Trends Tendance comme gazelle de l'année. Que ce soit dans l'énergie, la mobilité ou l'organisation, les 3 CEO viennent nous expliquer leur parcours. À demain. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise ? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises dans l'électrification de leurs besoins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer intelligemment un surplus d'énergie solaire. On pense souvent que plus il y a du soleil, mieux c'est pour la production d'énergie solaire. Mais ce n'est pas toujours vrai. Quand il fait très beau, surtout entre midi et 14h, l'ensemble des installations solaires de Belgique, qui représentent plusieurs milliers d'installations, injectent leur production en même temps sur le réseau. Résultat, l'offre dépasse la demande. Cela fait parfois chuter les prix d'électricité qui peuvent devenir négatifs. Et dans ce cas, il vous faudra payer pour injecter votre énergie sur le réseau. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais c'est de plus en plus fréquent, surtout au printemps ou en été. Mais heureusement, il existe une solution intelligente. Réduire temporairement la production de votre enrouleur et ainsi votre production restera couverte et vous limiterez le surplus injecté sur le réseau. Grâce à cette modulation de puissance, on évite de surcharger le réseau et on garde la valeur de ce qu'on produit. On optimise ainsi le tout. Parce qu'au fond, chaque kilowattheure compte. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.